Réserve fédérale des États-Unis du mercredi 17 septembre 2025 et marché action semaine décisive. Pour la tendance de fin d'année, nous y sommes. Dans cette vidéo, je vous explique exactement ce qui va compter pour la Réserve fédérale ce mercredi 17 septembre. Vous allez voir, il y a plein d'éléments. Je vous oriente et surtout, quelles conséquences précises, exactes, graphiques sur le S&P 500 et même les small caps américaines, bref le marché action américain en fonction du choix et des annonces et des perspectives de politique monétaire de la Fed d'ici la fin d'année. Bienvenue à cette nouvelle édition du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis vraiment ravi de vous retrouver. C'est une émission spéciale. Bon, vous direz-vous, chaque Top Gun lundi est spécial, je l'espère pour vous en tout cas. Donc, semaine décisive, nous y sommes. Je me permets d'utiliser ces adjectifs, alors que j'essaie d'utiliser avec parcimonie pour ne pas lui faire perdre de sa valeur. C'est ça le problème. Lorsqu'on utilise un mot trop souvent, plus précisément ici un adjectif trop souvent, il finit par perdre de sa valeur. Donc, j'ai essayé de l'utiliser moins souvent ces derniers mois. Et là, je le ressors. Décisive, oui, nous y sommes. Cette semaine, et c'est pas du flan, c'est pas du vent, c'est pas du théâtre. Je sais que parfois on me reproche de surjouer. Mais là, vous allez voir, j'ai préparé quand même du contenu. Il y a de la réflexion, donc c'est pas du théâtre. Bon, bref. Cette semaine, elle l'est. Je vous garantis que cette semaine décide de l'orientation des actifs risqués en bourse jusqu'à Noël. Bon. Mercredi 17 septembre, donc ce mercredi, la Fed de Jérôme Powell, alors dite de Jérôme Powell, il est patron de la Fed, mais je vous rappelle qu'il n'a ni droit de veto, ni plus de voix que le FOMC. Le FOMC est donc cet organe de 12 membres votants qui décident de la politique monétaire de la Fed. Il a une voix comme tous les autres, après il a bien sûr de l'influence. Bon, ce 17 septembre, en lien avec l'évolution des prix aux États-Unis, en lien avec la situation du marché du travail, la Fed va prendre une décision. La Fed devrait baisser ses taux cette semaine. Mais en fait, on s'en fiche. C'est pas ça qui compte. Il y a énormément d'autres facteurs qui vont compter. Car la Fed ne va pas se contenter d'annoncer son action sur son taux d'intérêt pour ce mercredi. Elle va préciser sa pensée, donner la mise à jour de ses projections macroéconomiques, laisser envisager aussi et même indiquer un chemin, le Fed Cut Pass, P-A-T-H. Fed Cut Pass, le chemin à venir, la trajectoire à venir du taux d'intérêt des fonds fédéraux d'ici la fin de l'année. Une baisse de taux, 2 baisses de taux, 3 baisses de taux, un jumbo Fed Cut, pas de jumbo Fed Cut. Pour quelles raisons? Saine, malsaine? Bon, tout ça, c'est la clé. La clé du S&P 500, la clé du Russell 2000, la clé des actifs risqués en bourse, la clé pour le dollar, la clé pour le cours du Bitcoin, la clé pour les obligations, la clé pour tout. Tout. En plus, dans un contexte où il y a une bataille des mots, et même plus que ça, entre l'administration Trump et la Fed. D'ailleurs, cette semaine, Stephen Miran, et puis, va voter au sein du FOMC, devrait voter. Bon, la Maison-Blanche qui essaye petit à petit de prendre entre guillemets le contrôle du FOMC, elle en est bien loin, bien sûr. Bon, donc il y a énormément de choses qui vont compter, et notamment le rapport de force au sein du FOMC. C'est ça que va regarder le marché. Vous savez, pour une baisse de taux, ils sont 12, il faut 7 voix. La majorité, c'est 7. Imaginez cette semaine qu'il n'est que 6 qui votent pour une baisse de taux. Je vous garantis que c'est le crash assuré du marché. Il existe une possibilité de crash du marché avec la Fed ce 17 septembre. Oui, elle existe, même si la probabilité est faible. Vous savez, je repense à la dernière décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, qui a baissé ses taux. Ça s'est joué à une voix. Mais ça aurait pu être une voix contre, ça a été une voix pour. Cette semaine-là, ça va pas être du 12 sur 12. Alors, là, effectivement, mais ça va peut-être être très serré. Très serré. Oui, l'emploi inquiète. Oui, l'emploi est mauvais depuis 4 mois. Et oui aussi, l'inflation est nettement au-dessus de la cible de la Fed. Enfin, nettement. 0,5, 1 point de pourcentage au-dessus. Puis il y a les tarifs douaniers qui impactent l'inflation. Beaucoup de hausses de prix vont passer en septembre. Donc, j'aimerais pas être à la place des membres du FOMC. Franchement, j'aimerais pas. En plus, ils ont une pression politique incroyable. Donc, ce qu'on fait, j'ai essayé de synthétiser les choses, de faire des choses un peu claires. Il y a 3 parties. La première partie, je vous montre exactement ce qui va compter ce mercredi. Vous allez voir, c'est pas vraiment la décision sur les taux de ce mercredi. Ça va compter, bien sûr, mais il y a des choses qui vont être plus importantes. Ensuite, on passe en revue. Donc, la Fed peut faire plusieurs choix, d'accord ? Notamment sur les perspectives de politique monétaire. Je vous donne précisément à chaque fois, en fonction de son choix,
l'impact que j'estime qu'il y aura sur le S&P 500, donc sur le graphique du S&P 500 et sur le graphique du Russell 2000. Comme ça, on couvre les small et mid cap et les big cap, les blue chips, le SP500. Et on terminera en troisième partie par un gros point d'analyse technique, justement sur le S&P 500, en faisant l'analyse chartiste, Elliott, Ishimoku, analyse quantitative, sentiment du marché, participation du marché, positionnement institutionnel, et tutti quanti. Bienvenue à cette nouvelle édition du Top Gun, semaine décisive avec la Fed pour la tendance de fin d'année, en particulier du marché action et des actifs risqués en bourse. Réserve fédérale des États-Unis et marché action, semaine décisive pour la tendance de fin d'année, où on y est enfin depuis le temps que nous l'attendons, cette décision de politique monétaire du 17 septembre, où la Fed est censée donc enfin pivoter, c'est-à-dire réengager ce qu'elle n'a pas fait depuis la fin de l'année 2024. En décembre 2024 a été passée la dernière hausse de taux de la Fed connue, et donc ce mois de septembre 2025 devrait voir le pivot, la reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, pour être précis. Alors autant vous dire que si la Fed cette semaine, si les membres du FOMC ne trouvent pas une majorité pour voter en faveur d'une baisse de taux cette semaine, je vous garantis un crash monumental du marché. C'est écrit. Alors attention, moi je pense qu'il y aura une baisse de taux. Première partie, ce qui va vraiment compter, donc il faut aller au-delà de l'action sur les taux, il y a beaucoup d'éléments qui vont être publiés ce mercredi, et en particulier la mise à jour des projections macroéconomiques. Donc elle va nous dire en gros combien de baisses de taux d'ici la fin de l'année, et en fonction de certains critères. La deuxième partie sera donc l'impact du choix que fera la Fed. Je ne connais pas le choix que fera la Fed, j'ai ma petite idée, mais on regarde tout ce qui est possible. Et puis, quel impact graphique? Oui, enfin, on regarde quand même les graphiques du SP500. Impact graphique. Si ça crache, jusqu'où ça crache. Si ça crache pas, et si ça pump, jusqu'où ça pump. Et donc le point technique, comme je vous l'ai dit en dernière partie, sur des critères qui sont variés, et nous attaquons donc la première partie. Donc là, accrochez-vous, le stade va être un peu chargé, mais on y va tranquillement, on fait ça dans l'ordre. Je reste un peu gros comme ça, je libérerai la totalité du tableau tout à l'heure. Donc nous y sommes, c'est la décision de politique monétaire de la Fed. La décision de politique monétaire de la Fed qui, commençons par un premier tableau, n'a rien fichu depuis un certain temps. Oui, la Fed se fait attendre. Vous avez sous les yeux un graphique qui compare le taux d'intérêt des fonds fédéraux américains, donc qui ne baisse pas depuis fin 2024, en bleu, et en gris la BCE. Quelle fut la surprise du marché cette année de voir une désynchronisation entre la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et celle de la BCE. Le marché attend un réalignement. Alors, assurez-vous, ne rêvez pas, jamais de la vie, sauf fait exceptionnel, le taux de la Fed va rejoindre celui de la BCE d'ici décembre. Il est à 4,5, il ne baissera pas à 2,15. Si déjà d'ici la fin de l'année, il est à 3,75, c'est déjà bien. Il ne faut pas non plus... Voilà. Donc, cette semaine, cette ligne bleue va reprendre la direction du sud, semble-t-il. C'est en tout cas ce qu'anticipe le marché, c'est ce que souhaite le marché, et j'irais même jusqu'à vous dire que c'est l'espoir du marché et des investisseurs exposés aux actifs risqués en bourse. Et vous savez de quoi je parle. Alors, cette décision sur les taux, globalement, n'aurait pas de surprise. Encore une fois, sauf fait exceptionnel, la Fed va baisser son taux cette semaine. La première question, première information qu'il va falloir regarder, c'est l'amplitude de cette baisse de taux. C'est donc la première chose qui va compter. On va monter ces crescendo. C'est-à-dire que la Fed a le choix de passer à 0,25%. Donc, alors, le taux d'intérêt de la Fed, c'est un intervalle. Hein. Moi, je vous donne la bande haute. Donc, quand je dis 4,50, en fait, actuellement, l'intervalle, c'est 4,25, 4,50. Mais on dit 4,50. Donc, soit la Fed, elle baisse de 25 points de base, 0,25, elle passe à 4,25. Soit elle baisse son taux d'intérêt de 50 points de base, là, en réaction au marché du travail. Donc, 0,50 points, donc à 4. La baisse de 50 points de base, c'est ce qu'on appelle un jumbo Fed cut. Ça, c'est la première chose. Deuxième information que va scruter le marché, le rapport de force au sein des 12 membres votants du FOMC. Et donc là, je me réduis en tout petit. Pris, chers amis, me permet, passons du temps ensemble à travers ces vidéos, de prendre le temps de regarder le tableau qui est à droite, car il est central.
il est central. Il rassemble les 12 personnes, les 12 seigneurs qui vont voter ce mercredi. Les 12 membres votants dits du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. La Fed étant dirigée par l'ami Popo, Jérôme Powell, qui est le patron, mais qui n'a pas plus d'une voix et qui n'a pas de droit de veto. Je le rappelle, lorsqu'on dit la Fed de Jérôme Powell, il ne prend pas la décision au dernier ressort. Il n'a pas 11 conseillers et c'est lui qui décide. Non, non. Il est le patron, le président de la Fed a un rôle particulier, mais il a une voix comme les autres. Ça va être d'ailleurs intéressant de voir, lui, pourquoi il va voter. Parce que, bon, on connaît son opposition à l'administration Trump, et notamment à la politique commerciale et tarifs douaniers. Au stade actuel, vous avez à peu près 4 voix sur 12 carrément, on va dire, garanties pour une baisse de taux. Michelle Bowman, Dovish, nommé par Trump, c'est logique. Christopher Waller, Dovish, nommé par Trump, c'est logique. Austin Goldsby devrait être aussi en faveur par rapport à ses communications, parce que tout ce beau monde parle tous les jours, hein, donc voilà, il suffit de les suivre. C'est un métier, hein, il y en a dont le métier c'est de suivre la communication de ces 12 personnes et de voilà, faire des scénarios, hein, ça peut être sympa comme métier aussi. Alors la première chose, je ne sais pas encore au moment où j'enregistre la vidéo, si Stefan Miran, nommé récemment par Trump en remplacement de Kugler qui a démissionné, va voter ou pas. Quand j'enregistre la vidéo, c'est en cours de validation par le Sénat des États-Unis. C'est en cours de validation par le Sénat des États-Unis. Ça devrait être bon. D'accord? Donc, grosso modo, 1, 2, 3, 4. 4 voix en faveur d'une baisse de taux. Il en faut 7. Les 7, les 3 manquants, donc, on ne va pas les choper parmi les hawkish. Ça, c'est mort. Eux s'inquiètent trop de l'inflation. Les 7 doivent être attrapés parmi les neutres. Les neutres étant directement sous l'influence de Jérôme Powell. Donc, Jérôme Powell plus les neutres, ça fait 5. Il faut 3 voix. Naturellement, si Jérôme Powell décide de voter en faveur d'une baisse de taux, il y a une grande chance que les 5 suivent. 5 plus 4, ça fait combien? Oui, vous l'avez dit, ça fait 8. Non, je déconne, ça fait 9. 9, c'est supérieur à 7, donc ça passe. Si par contre Jérôme Powell ne vote pas en faveur d'une baisse de taux, les 4 autres sont libres. Et là, il faudra en trouver 3 sur 4. Et donc, ça, ce sera important. Au-delà de ça, ça va être hyper important de voir le vote de chacun. Imaginez par exemple que les neutral hawkish ou que les hawkish votent aussi en faveur de la baisse de taux. Eh bien, on aura une nouvelle appréciation du rapport de force au sein du comité politique monétaire et en tout cas une nouvelle interprétation de la façon dont leur aiguille d'importance tourne. Soit tourne sur l'emploi, soit sur l'inflation. Troisième chose majeure à surveiller ce mercredi, la mise à jour des projections macroéconomiques. Et finalement, c'est peut-être ce qui est le plus important, j'aurais dû le mettre tout en haut. Oui, cette semaine, la Réserve fédérale des États-Unis prend une décision sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, mais aussi, elle va délivrer un communiqué de presse. Vous aurez la conférence de presse aussi de Jérôme Powell, bien sûr, qui va suivre, et vous aurez surtout, et j'insiste, et vous aurez surtout ce que vous observez ici, le tableau des projections macroéconomiques de la Réserve fédérale des États-Unis. Il sera mis à jour. Dans ce tableau, la Fed va vous donner, pour les 3 prochaines années, et en particulier fin 2025, son anticipation pour le taux de chômage américain, son anticipation pour l'inflation PCE nominale, son anticipation pour l'inflation PCE sous-jacente, son anticipation pour ses propres taux d'intérêt. Et il est vrai que ce tableau a été mis à jour en juin, donc ça date, depuis l'eau a coulé sous les ponts, et forcément la Fed nous indiquait 2 baisses de taux. Mais depuis, le taux de chômage s'est rapproché du seuil d'alerte de la Fed. Le taux de chômage est à 4,3% de la population active. Le taux de chômage en millions de personnes fait un plus haut de 4 ans, à 7 384 000 chômeurs. L'inflation PCE, elle, s'est mise à plat. Le PCE sous-jacent est à 2,9, le corps, c'est celui que regarde la Fed surtout, et le PCE nominal est à 2,6. Il est à 2,6, il est donc sous ce que s'était dit la Fed pour la fin d'année. D'ailleurs, le corps aussi est à 2,9, il est donc sous les 3,1. Quant au taux de chômage, nous approchons du seuil d'alerte de la Fed,
Et je vous renvoie vers mon dernier Top Gun où je pu vous montrer qu'il y a donc 4 rapports NFP, 4 rapports consécutifs mauvais sur le marché du travail aux États-Unis. Et cela donc pèse sur la Fed. Pèse sur la Fed. Donc ça va être majeur. Qu'est-ce que va regarder d'abord le marché? Le marché va d'abord regarder est-ce que la Fed relève significativement ou pas ses anticipations d'inflation. Ça nous dira si elle pense que c'est transitoire ou persistant. Si les tarifs douaniers ont un impact transitoire ou persistant. Ça, c'est majeur pour ce qu'on appelle le Fed Cut Pass. Le Fed Cut Pass, c'est-à-dire le rythme à venir de baisse de taux, du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Il ne faut pas que ce soit, rappelez-vous, pivot technique, pivot réel, vous vous souvenez de la différence, j'ai tout décrit dans mes dernières émissions, à la fois d'ailleurs Fast and Forex et Top Gun. Alors grosso modo, oui, la Fed peut baisser son taux cette semaine sans se renier. C'est ce que je viens de vous montrer, en regardant les objectifs qu'elle s'était fixés, par rapport à la réalité macroéconomique que nous venons de voir. Oui, elle peut passer une baisse de taux. Elle peut passer une baisse de taux, mais pas forcément une série de baisses de taux, comme semble l'envisager le marché, selon par exemple ici l'outil CME FedWatch Tool. Donc la clé est ici. Cette semaine, la Fed va annoncer sa décision sur les taux et instantanément, dans la seconde qui suit, ce tableau sera mis à jour sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis. Vous le trouverez à jour, à la seconde, où l'information sur les taux sera diffusée. De même, le communiqué de presse de la Fed, les 2 premiers paragraphes, nous verrons si la Fed s'inquiète plus de l'emploi ou de l'inflation. Ce sera majeur pour la suite de fin d'année. Et bien sûr, si vous deviez retenir qu'une seule ligne à regarder, la seule ligne peut-être, si vous n'avez pas le temps, et que vous vous dites c'est quoi dans ce tableau est un bordel sans nom, je ne comprends rien, je veux savoir moi si c'est positif ou négatif pour le marché action. Dans ce cas, je vais vous dire, regardez une seule ligne. La ligne que vous devez regarder est celle-ci, la ligne du Federal Funds Rate. Là, il y a 3,9. On est actuellement à 4,5. Si dans ce tableau, mis à jour mercredi prochain, il est encore écrit 3,9, cela signifiera que la Fed de Powell nous annonce 2 baisses de taux d'ici la fin d'année. Donc en fait, encore, si on a une ce mercredi, plus qu'une seule. Le marché, il sera peut-être un peu déçu. Par contre, tout ce qu'il y a sous 3,9, ça veut dire 3 baisses de taux, voire peut-être 4. Naturellement, si la Fed baisse pas ses taux ce mercredi, et qu'en plus ici, elle nous met du 4,5 ou du 3,9, ça ne marchera pas. Dans tous les cas, si la Fed ne baisse pas son taux ce mercredi, le marché ne va pas aimer du tout. Même si la Fed nous dit peut-être qu'on baissera d'ici la fin d'année. Non, là, je vous garantis que le marché s'est conditionné pour une baisse de taux ce mercredi. Donc si elle n'a pas lieu, ne rêvez pas, il n'y a aucune chance, il n'y a pas un infime pourcentage que le marché action monte. Donc baisser le taux d'intérêt des fonds fédéraux ce mercredi, c'est le minimum légal. Bien sûr, sur les marchés, c'est le rendement obligataire à 2 ans. Le rendement obligataire à 2 ans qui sera le juge de paix. Le rendement obligataire à 2 ans qui anticipe le mieux l'action à venir de la Fed, qui teste ce gros niveau. Et forcément, ce sera la clé. Casser ce niveau, c'est engager un 2 ans qui tomberait ici. C'est à peu près la garantie de 3 à 4 baisses de taux d'ici la fin d'année. Si par contre, avec la Fed ce mercredi, on rebondit fermement sur ce niveau, c'est que la Fed se monte plutôt au quiche, et ça, le marché ne va pas apprécier. Ce sera un des juges de paix du marché, bien sûr, j'en ferai le suivi. Alors maintenant, regardons ici tous les cas possibles. Les cas possibles et impact sur S&P 500 et Russell 2000. Je vous les ai déjà décrits à plusieurs reprises, les cas possibles. Absence de pivot, crash du marché. Crash du marché, pas de baisse de taux, pas de pivot. 20 à 30%, retour du S&P 500 sur 4008-5000 points. Retour du Russell 2000 sur 1600-1700 points. Pivot technique en lien avec le marché du travail. Je vous l'ai déjà décrit à plusieurs reprises.
C'est-à-dire, donc, une Fed qui pivote uniquement ce mercredi pour s'ajuster au marché du travail, mais qui n'ira pas au-delà d'ici la fin d'année du fait de l'inflation, vous aurez une baisse du marché. Vous aurez un retour, vous aurez une baisse du marché, vous aurez un retour au contact de l'ancien record. Vous aurez un retour, un retest de cette zone. Donc, absence de pivot et pas de baisse d'auto d'ici la fin d'année, c'est le crash dans cette zone. C'est retour à 4008, 5000. Si on a juste un pivot technique et que derrière il n'y a pas d'autre baisse d'auto, on reviendra minimum tester cette zone, qui était l'ancien record, cette grosse zone support, la MM200 qui remonte. Ça, ce sont pour les scénarios bears. Ensuite, scénario positif, il y en a deux. Pivot réel, pour une raison saine. La Fed baisse son taux, annonce une série de baisses de taux d'ici la fin de l'année, parce que la désinflation est confirmée vers 2%, le marché du travail reste sous contrôle, il y aura une continuation de la tendance de fond haussière du S&P 500 vers les 6007 et 7000 points. Et vous aurez un breakout haussier du Russell 2000 de ses records de 2021. Car, donc, pivot réel sain, c'est un SP500 qui ira chercher le haut de ce canal de long terme, qui ira chercher les 6007, qui est l'objectif, je vous rappelle, médian des analystes financiers sur le plan fondamental. On poursuivra la hausse vers ces objectifs. Et sur le Russell 2000, sur le Russell 2000, ce sera, le Russell 2000 là, dans ce cas de figure positif, d'un pivot réel sain, le marché cassera les records historiques et les sommets de 2021. Pour que le Russell 2000 pulvérise à la hausse cette zone, c'est forcément un pivot réel sain, c'est-à-dire marché du travail sous contrôle et confirmation de la désinflation vers 2%. Quatrième cas de figure, probablement le plus probable. Je viens de sortir du lourd là. Pivot réel malsain. C'est-à-dire la Fed qui va baisser ses taux et qui va peut-être faire encore 2-3 baisses de taux d'ici la fin d'année. Parce qu'il y a une inquiétude sur l'emploi, parce qu'il y a un ralentissement économique, parce que les embauches baissent. Et malheureusement, ce ne sera pas vraiment sain parce que l'inflation, à cause des taux arrivés derniers, reste plus proche de 3 que de 2. Dans ce cas, oui, globalement, la baisse des coûts de financement va entretenir la tendance haussière, mais l'impact sera beaucoup plus erratique et volatile. C'est-à-dire que le SP500 pourrait même retester cette zone support. En tout cas, sa tendance haussière de fond est préservée au-dessus de l'ancien record historique. Oui, probablement que dans ce cas de figure, le SP500, avec la baisse des coûts de financement, va poursuivre sa tendance haussière, mais il aura du mal à aller très haut. Si vous voulez, avec un pivot réel sain, on peut aller à 7000. Avec un pivot réel dit malsain, déjà aller chercher 6007, c'est bien. 6007, 6008, c'est bien. Jusqu'à ce que le RSI arrive aussi en zone de surachat. Pour le Russell 2000, un pivot réel sain, on explose ça. Un pivot réel malsain, oui, vous savez, les small et mid caps sont super sensibles à la baisse des coûts de financement. Donc oui, on peut envisager d'aller chercher le record, peut-être que ça temporisera un peu et il y aura probablement un dépassement marginal. Un peu comme d'ailleurs ici, mais il y aura peut-être un risque de réintégration. Parce que le pivot réel malsain, c'est la baisse de taux parce que l'économie ralentit, donc moins de bénéfices, et en même temps, l'inflation étant trop haute, on ne peut pas trop libérer les conditions monétaires, à un moment ou à un autre, tu auras le retour de bâton. D'accord ? Dans tous les cas, pivot réel, qu'il soit sain ou malsain, vous avez compris le rapport entre inflation et emploi, il y aura davantage de tendance haussière du marché action d'ici la fin d'année. D'accord ? Tous les seuils techniques que je vous donne là, je les ai mis à l'écrit. Donc je vais un peu vite là, parce que j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues, parce que je sais que vous n'aimez pas, mais faites pause, faites une capture d'écran, tous les niveaux de prix sont indiqués ici. Et après, vous pouvez aller sur le graphique du S&P 500 et du Russell 2000, et puis voir ce que j'envisage. Et donc, nous arrivons au scénario de la peur. Pivot en mode urgence de la Fed. Activation du Fed Put. Intervention d'urgence face à un marché du travail qui déraperait complètement, qui déraillerait
du fait des tarifs douaniers, les entreprises qui se mettraient à licencier fortement, taux de chômage qui explose au-delà de 4,5% de la population active, la Fed n'a pas le choix, elle passe des jumbo Fed cuts. Mais le stress économique étant tel que malheureusement, dans un premier temps, il y aurait un market crash. Et oui. Mais il faudra, et au bout d'un moment, après quelques semaines, voire davantage, la baisse des taux stabilisera le marché et relancera la hausse. Donc le Fed put urgent, en mode urgence, oui, peut entraîner des baisses de taux marquées, mais n'auront pas un impact positif immédiat sur le marché actions. Il faudra d'abord passer par la case bear market avant de se reprendre. C'est un scénario, pour le moment, qui n'est pas très probable. Ici maintenant, on faisait un petit tour d'horizon technique du S&P 500 en regardant un peu tous les critères techniques habituels. Donc, commençons par la base, je vous rappelle, la base, le chartisme. Tendance haussière de fond tant qu'on est au-dessus de ça. Tant qu'on est au-dessus de ça, même si là ça reteste, tendance haussière de fond tant que le marché se maintient au-dessus de cette zone, au-dessus donc de la moyenne mobile à 200 jours. Alors, est-ce que le SP500 peut venir retest? Vous avez ici un très beau support qui est le Kumo journalier du système Ishimoku. Je vous rappelle qu'en vague d'Elliott, nous sommes dans une vague 5, c'est la dernière. Moi, je pense que d'ici la fin d'année, cette vague 5 permettra d'aller chercher quelque chose entre 6007 et 6009. Et là, on sera quand même au bout du bout. Il n'y a pas encore de divergence et de surachat sur le RSI Weekly. Dans le pire des cas, pour moi, on reteste cet ancien record, les 6100, 6002. On reteste cette zone avant de repartir chercher cette target, qui est ma target, donc pour la fin d'année. Grosso modo, j'y crois. Je pense que le marché peut aller ici d'ici la fin de l'année. Vous savez, le marché est aussi très contrariant. Et actuellement, il y a énormément de doutes. Regardez la dernière mise à jour du sentiment des investisseurs à particuliers américains selon la AII, l'Association américaine des investisseurs particuliers. 49% de baissier. On est sur un extrême baissier. Le réservoir des vendeurs est rempli alors que le marché est proche de ses plus hauts. Vous savez, les tops se font dans l'euphorie et pas dans le doute. D'un point de vue quantitatif, nous ne sommes pas en zone rouge. Ni si je regarde le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ou encore le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, nous ne sommes pas en zone rouge. Il n'y a pas de zone rouge sur le plan quantitatif. Les investisseurs particuliers sont exagérément baissiers et dans le peur, dans le doute. Et donc, marché étant contrarien, cela nourrit tendance haussière. Donc moi je vous dis, dans le pire des cas, on reteste cette zone. Ça, si on vient là, c'est une opportunité d'achat. Le pire des cas, on reteste, c'est même pas garanti, mais c'est le pire des cas. Et je pense donc que d'ici la fin d'année, nous pourrons aller chercher, terminer la 5 dans le haut du canal. 6007, 6009 et ensuite bear market. Sur le plan du positionnement institutionnel, actuellement RAS, il n'y a pas d'augmentation des positions short des institutionnels. Donc cette tendance haussière de fond conserve encore pour le moment une nature saine. Ce qui est sain aussi, c'est de voir un début de rebond du ratio entre les small et mid cap et les big cap. Donc il y a des éléments qui semblent tendre vers ce scénario de conditions monétaires plus accommodantes de la part de la Réserve fédérale des États-Unis. Il y aura toujours des corrections à court terme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble de ces éléments fondamentaux et techniques que je viens de vous montrer nous disent quoi? Nous disent que tous les retracements et les corrections court terme doivent être vus comme des opportunités. Et qu'il y a une bonne probabilité donc que d'ici la fin d'année, le SP500 puisse aller chercher cet intervalle compris entre 6700 points et 6900 points. J'espère que cette édition spéciale, semaine décisive Réserve fédérale des États-Unis vous a plu et vous a apporté des éléments d'enseignement. Et bien sûr, je débrieferai tout après la Fed. Merci à toutes et à tous de votre attention.